Maestro, à vous. Donc, le côté intéressant des tables rondes, c'est d'être invité en tant qu'écrivain. Le problème d'un écrivain, c'est qu'il n'a pas obligatoirement grand-chose à dire, mais par contre, il a écrit des trucs. Donc, je vais vous lire un texte d'écrivain, et qui va assez bien, je pense, ouvrir ce moment. Quel mépris, enfin! Sommes-nous à la télévision ou en littérature? Un peu de bon sens, que diable! Oui, nous pouvons être démocrates et contre l'islam. Oui, nous pouvons être capitalistes et dénonçant les privilèges des femmes. Oui, nous pouvons, que dis-je, qu'écris-je, nous devons être humanistes et renoncer à la politique d'insertion. Soyons réalistes, soyons pragmatiques. Être un auteur aujourd'hui, dans ce contexte difficile, où la sociologie pille nos ressources naturelles, où les hommes, fussent-ils femmes, n'ont plus confiance en leur politique, ce monde, ce contexte donc nous pousse à nous interroger sur la place du mot, du verbe. Assez d'embrasser l'inévitabilité du tout numérique, du tout métrique. C'est aux auteurs de montrer la force de l'engagement pour la lecture, la page, l'odeur du moisi, le marque-page. C'est aux auteurs de montrer le chemin des bibliothèques, des librairies. Et pour cela, il faut savoir se battre. Il faut refuser l'assistanat qui aplombe l'économie de notre pays de liberté et de souffrance, notre pays de famille et de sécurité, dans le bien de l'union de l'homme et de la femme sous le regard bienveillant de la République dénudée. C'est à vous de prendre à bras le corps le cadavre de la culture. Alors oui, quand je lis de tels sophismes, je m'interroge. Est-ce la place de l'écrivain que de poser les questions? Sommes-nous devenus à ce point arrogants que de penser devoir montrer le chemin? Non! Nous devons interroger sans demander. Laissons l'imagination de nos lecteurs s'épanouir comme des fleurs en février. C'est au prix de notre ego que se réglera la facture de notre vanité. Débrouille-toi avec ça. Merci pour la patate chaude. Donc, bienvenue à cette table ronde ayant pour sujet les mutations sociales et les citoyens dans la SF, avec un focus sur ce bouquin-là. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Si vous l'avez pas lu, il est top. C'est une anthologie de nouvelles. Oui, si vous avez lu, il est top aussi. C'est vrai. C'est donc une anthologie de nouvelles écrite. Tous les auteurs ici en ont écrit au moins une. Il y a des auteurs qui sont pas là, qui ont fait aussi. Moi, je suis là juste pour modérer. Et du coup, je suis là à titre d'un mouvement citoyen qui s'appelle Piratum 2017 et dont le but est de montrer la mascarade électorale, et on est en plein dedans, via des actions autant politiques que culturelles, comme ce qu'on fait là, ou en faisant des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Voilà. Donc j'aimerais commencer cette table ronde en vous posant une première question qui est: quel est le sens pour vous du mot travail, puisque vous avez écrit pour cette anthologie nouvelle autour du travail. Donc pas le travail dans la science-fiction, mais vraiment le travail là tout de suite maintenant. Et quel lien vous avez avec ce monde du travail, qu'il soit salariat ou pas. Et puis du coup, comment vous définissez, à contrario, comment vous définissez le loisir, à contrario du travail. Et puis du coup, je vais vous demander de vous présenter tous une petite fois. Voilà. Qui veut ouvrir le bal? Bon, alors. Définissez le travail. Vous avez 2 heures. Alors, Catherine Dufour, écrivain de science-fiction, entre autres. 2 heures, on a dit. Ok, alors moi je vais pas définir le travail. Donc moi je suis Léo Henry et j'écris. C'est mon activité principale et c'est dans le cadre de cette activité que des fois je touche les rémunérations. J'ai pas d'autres sources de revenus que l'écriture et ses différents dérivés, les interventions scolaires, ce genre de choses. Et donc mon statut administratif est demandeur d'emploi. Oui, là, ça, j'ai pas répondu à cette question-là. Moi, pour faire bouillir ma marmite, je suis informaticienne. Alors, je suis Karim Berouka.
Je suis aussi un demandeur d'emploi comme toi, mais à la différence de toi, moi je suis intermittent, donc je suis encore plus parasite que toi. Donc, voilà, donc je fais la musique. Quant au travail, j'ai une approche assez, on va dire, ludique du travail, parce que j'ai la chance de pouvoir bosser quasiment que dans des choses qui m'ont plu ou qui me plaisent. Et je ne saurais pas définir le travail, mais pour moi, le travail d'entreprise, le travail qu'on est obligé de faire pour gagner son salaire, c'est une chose qui à la fois m'effraie et qui ne me plaît pas du tout. Voilà, donc je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui travaillent parmi vous, et je compatis. Moi je suis Licam, je suis également auteur de science-fiction. Ah tiens, j'arrive, je vois ce que je fais là. Autrement, je suis auteur de science-fiction à mi-temps. Autrement, je suis, alors c'est un métier un peu particulier, je suis coach et profileur. Et je travaille principalement pour les entreprises. J'ai passé 15 ans dans 2 très grands groupes, un pharmaceutique et l'autre du béton. Je suis Katie Stewart, alors moi je travaille. Bon, à mi-temps, je suis fonctionnaire à mi-temps, je suis conseillère principale d'éducation dans un lycée professionnel, donc le lien au travail éduqué. Le travail, pour moi, ça a été longtemps un mystère. Donc, j'ai fait des études de mathématiques et ensuite j'ai repris des études en sciences du travail en Belgique parce que j'entrevoyais un mystère. Vraiment quelque chose qui prend énormément de place et sur lequel tout le monde a un avis, un vécu, soit par le rejet, soit par la passion. Et du coup, c'est un thème qui me fascine. Donc je travaille à mi-temps comme fonctionnaire, j'ai repris des études en psychologie et j'écris de la science-fiction comme mes petits camarades, mais pas seulement. J'écris d'autres choses. Donc, Laurent Closer, je suis écrivain, ça me fait gagner de l'argent, mais vraiment pas beaucoup. Je suis aussi salarié dans une société d'informatique où je suis programmeur. J'y passe beaucoup de temps, ça fait blanchir quelques cheveux. Je suis bien payé, j'aime bien ça. Là, sinon, la question centrale, je crois, c'est le travail, qu'est-ce que c'est par rapport à l'emploi. Et c'est sûr que c'est en fait, on travaille tous les jours à être nous-mêmes et à être avec les autres. Mais visiblement, on est bien considéré que le travail qui rapporte de l'argent, ce qui est à peu près aussi absurde que de dire qu'un bon livre, c'est un livre qui se vend, ce qui placerait Musso au sommet de la perfection du travail. Et ça ne va pas du tout. Mais vraiment, le débat est immense sur la différence entre le travail et l'emploi. Il y a la question des loisirs aussi. Donc les loisirs, je suis pour. Bravo. Bon, le problème, c'est que quand j'en ai, je ne sais pas trop en profiter, parce qu'on m'accuse régulièrement de travailler quand je ne travaille pas. Et donc, du coup, je ne sais pas. Je crois que je confonds un petit peu tout. Voilà, il y a aussi cette distinction qui consiste à dire, alors soit vous devez travailler, le travail capital, soit quand vous ne travaillez pas, vous êtes prié justement d'être en loisir, c'est-à-dire de consommer le grand capital. Et on n'appelle pas travail tout ce que vous pouvez faire extrêmement utile entre les deux, que ce soit, je ne sais rien, s'occuper des mains, faire un potager, écrire des livres, même s'ils n'ont pas forcément, et être avec d'autres personnes. Ça aussi, c'est une autre... Moi, je ne suis pas très bonne en loisir non plus. Moi, quelquefois, si je fais exprès de mettre en mode veille, quoi, et je sais que je me repose quand je m'ennuie. Et je suis là, c'est vraiment indispensable, et je m'oblige à m'ennuyer, mais pas trop souvent, parce que vraiment, je m'ennuie. Moi, j'ai fait plusieurs interventions devant des classes d'enfants. Et en fait, une question importante pour moi, c'était de les aider à répondre à la question qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? Parce que j'ai dit, en fait, vous pouvez faire plusieurs choses. Puis mes filles m'ont demandé, papa, c'est quoi tes métiers? Est-ce que j'ai compris ça? Et elles ont compris que je pouvais faire plusieurs choses. Et je leur ai dit, j'ai 3 métiers. Je suis papa, écrivain et programmeur. Du
Moi, j'ai un métier un peu particulier, c'est-à-dire que je dois expliquer à des managers ce qu'est leur travail. On comprend le... Qui t'explique quel est mon travail. Rien qu'en posant ces quelques mots, on comprend que mon métier est difficile. Je crois qu'il y a un rapport, on va pas définir le travail comme ça, mais il y a un rapport du gain, enfin, du temps qu'on vend quand on fait un travail. Et c'est vrai que le fait de produire ou de créer quelque chose, pour certains, c'est pas vécu comme un travail parce que c'est plaisant, c'est enrichissant et puis ça a un rapport à l'argent qui est assez limité parce qu'on peut travailler comme un dingue sur un bouquin et en retirer des clopinettes ou sur autre chose. On peut aussi faire des choses sans avoir l'intention de récupérer des sous. Je crois que plus on avance dans le temps, plus on a vraiment l'idée que le travail doit être productif financièrement. Pour un travail qui ne rapporte pas d'argent, c'est pas un travail. Et pour l'entreprise, le travailleur doit être efficace pour apporter de l'argent dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à l'origine, le mot travail, c'est quand même synonyme de souffrance, presque une notion d'esclavagisme. Donc du coup, quand on parle de loisir, on est obligé on pense que c'est du plaisir et que peut-être que tout ce qui est travail créatif, c'est peut-être par une certaine partie de la population plus compris comme du loisir que du travail, je sais pas. Attention, le travail, à la base, quand le travail apparaît, c'est la fin de l'esclavage, c'est la fin du servage. C'est une liberté, c'est la liberté de vendre ton temps. De choisir de choisir ton maître, la liberté de choisir. Au début, non. Tu vas être libre de pouvoir vendre ton temps et en récupérer autre chose et tu seras plus esclave. À la base, le travail était une forme de liberté. Peut-être plus aujourd'hui, mais on est resté sur une filiation par rapport à l'origine. Donc du coup, la différence entre le loisir et le travail, je pense qu'elle s'atténue d'une certaine porosité entre les deux notions. Et justement, j'aimerais qu'on revienne dessus. Est-ce que pour vous, si on enlève la notion d'argent gagné, enfin si on enlève la notion de salaire dans le travail, parce que le but du travail ce serait donc de gagner de l'argent, est-ce qu'il y a une réelle différence entre du loisir ou du travail? Ou pas? Ou est-ce que finalement on en revient à la même chose? Le travail est souvent décrit par les activités, le détail des activités, ce qu'on fait, quelle est la finalité de ce qu'on fait, etc. Donc on peut le voir comme ça, on peut le voir aussi comme un effort, passer d'un état à un autre. Quand je m'oblige à suivre un planning de travail sur mes cours de psycho pour la fac, c'est pas du plaisir, c'est pas directement rémunéré, mais il me semble que je travaille. Il y a un effort, il y a une transformation. Je suis plus tout à fait la même, je ne savais pas, après je sais. C'est peut-être une mauvaise question à poser à des écrivains, que ce soit de science-fiction ou d'autres choses, parce qu'un écrivain, c'est quand même on est quand même tous névrosés, quoi. On dépense énormément de temps, enfin, à projeter, tous les créatifs sont comme ça, à projeter des phénomènes intérieurs sur une feuille de papier ou sur un écran. Donc on est, je pense particulièrement, la mauvaise population à qui il faut parler d'arrêter de travailler. Il y a des tas de gens, on leur dit veux-tu passer 15 jours de loisirs sur une plage à boire des cocktails, il va dire super. Un écrivain, il va plutôt probablement vous dire ah, quelle horreur, il y a des moustiques, et retourner à ce qu'il préfère, c'est-à-dire écrire. On peut écrire sur une plage. Ouais, non, avec il y a du vent, les feuilles s'envolent, c'est chiant. Il y a dans ce livre un texte très très intéressant de Luvan qui s'appelle Miroir et qui, je trouve, propose de manière synthétique sous la forme d'un tableau, parce que ceux qui voient, on peut voir que c'est un texte avec un tableau dedans, mais il y a aussi de la fiction, de la science-fiction, des intelligences artificielles et des robots qui développent une sorte de forme d'empathie. Donc, en plus d'un tableau, il y a tout ça. Et dans ce tableau synthétique sur le travail, en fait,
C'est un tableau historique sur les valeurs de la notion de travail, que j'ai trouvé moins très éclairant à la lecture, où Luvan, en fait, où le personnage mis en scène par Luvan développe pour son fils, ou sa fille, développe au travers du temps l'histoire de l'humanité entre les chasseurs-cueilleurs et les intelligences artificielles qui font tout, les différentes valeurs du travail, qui sont de trois types en fait, mais je vous laisse découvrir le tableau et le texte en lisant le livre, qui sont le travail en tant que contribution à la vie de la communauté, le travail en tant que soumission à d'autres, et le travail en tant que marqueur de l'identité. Maintenant, exercice, rattachez tout ce que nous venons de dire à l'un de ces trois marqueurs. Et un truc qui est super chouette, c'est qu'après le tableau, il y a genre 2 lignes, il rend le tableau à sa fille et il se dit « Ah merde, j'ai oublié, j'aurais pu parler du travail de l'écrivain ». Il y a en plus la prise en compte du fait que c'est à la fois un travail de synthèse et de prospective sur la dernière ligne du tableau, puisque ça concerne des modes de travail qu'on ne connaît pas encore, et qu'en plus, il y a la conscience du... Enfin, je sais pas, je trouve ça malin. Je relus ce tableau avec une grande satisfaction avant de m'apercevoir que je n'y avais pas posé le travail domestique ni explicité les résurgences du travail forcé à travers toute la période. Certaines formes de service militaire, de prostitution, d'exploitation des immigrés clandestins. Premières approximations d'une longue série que je me propose précisément d'aborder dans cet ouvrage. Et moi aussi, je peux lire un extrait? Ouais. Alors, c'est un extrait de Elias, c'est la nouvelle de Katie, qui est juste géniale. Donc, ça commence par un cadet, des soucis. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadet. En entendant chatter mes collègues, j'avais cru qu'ils parlaient de cadets. J'imaginais que c'était des jeunes, des ouvriers ou quelque chose comme ça. J'ai pas osé poser la question. En fait, les cadets, ce sont les cas désespérés. Ceux qui sont restés sans emploi depuis tellement longtemps qu'il n'y a rien à faire pour eux, à part leur trouver des formations ou des missions de volontariat pour les garder dans le circuit. Ils ont un rendez-vous CAB obligatoire tous les 2 mois et doivent se signaler tous les mois. Ils ont un implant sous la peau qui leur rappelle les rendez-vous, du coup ils n'oublient jamais, c'est bien fait. J'ai connecté mon premier cadet. On devrait tous en rencontrer un jour ou l'autre. Ça fait peur. Ces gens sont vides. L'homme que j'ai reçu regardait dans sa caméra d'un air absent. C'est vrai que nous les voyons et qu'ils ne peuvent pas nous voir, mais tout de même. Il répondait en un mot ou 2 maximum aux questions que je posais, dont je connaissais déjà les réponses. J'avoue que j'ai eu un peu de pitié de lui. J'ai pensé à cette époque où les agents d'activation devaient voir les clients en face à face, et j'ai eu la chair de poule. Alors il y a un élément de départ que je pense qu'il serait bien qu'on explicite tout de suite. Pourquoi vous avez écrit cette anthologie de nouvelles? Du coup, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, des éléments, tout ça? Tiens, tu m'as demandé. C'est l'éditeur. Même pas. C'est la faute de l'éditeur. Non, mais je crois que toute la problématique du travail est sur le feu en ce moment pour tout le monde. D'abord parce qu'il y en a de moins en moins. Ensuite parce qu'on nous explique que c'est pas prêt de s'arranger. Il y a toute bien sûr la problématique de la robotisation avec, je ne sais plus, entre 45 et 55% des métiers qui seront informatisés d'ici 2020 à 2030. Bon, il faut voir que c'est pas nouveau, puisque la robotisation a envoyé au chômage un nombre considérable d'ouvriers depuis au moins une trentaine d'années. Mais comme c'était des ouvriers, tout le monde s'en foutait. Maintenant, ça va envoyer à la casse les cols blancs, c'est bien les médecins que les juristes, etc. Donc là, ça va commencer à remuer dans les chaumières dorées, et là, on va commencer à en entendre parler. D'où un nom. Alors, pour répondre à la question du pourquoi, j'aurais tendance à dire parce qu'on me l'a demandé, et en fait, je me suis rendu compte que ce thème du travail, je l'avais déjà abordé dans pas mal de nouvelles, dans un recueil que j'ai sorti en 2011. Je l'ai relu récemment parce que j'ai travaillé dessus avec des petits élèves, et je me suis dit, mais dis donc, c'était déjà plein de textes sur le travail, donc ça traduit le fait que, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a un mystère quand même autour de cette chose. L'amour aussi, c'est un mystère, mais c'est un peu moins... Enfin, il y a du monde dessus, quoi. Il y a du monde dessus, tout le monde en parle. C'est moins romantique que l'amour que le rêve. Mais voilà, c'est les choses qui font partie de notre vie, qu'on n'interroge pas, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans la science-fiction, c'est cette possibilité de regarder des choses qu'on croit connaître
de les regarder un peu autrement et de jouer, quoi, de faire un petit laboratoire, de prendre des choses, de les bouger un peu et de voir ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant sur les choses qu'on côtoie tous les jours que sur des concepts qu'on va imaginer de toutes pièces. Moi, c'est ce qui m'intéresse. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on parlait du burn-out, de la souffrance au travail avec l'anthologiste Anne Pluen dans le cadre principalement par rapport aux managers qui sont pris parfois entre la direction et les équipes. Et c'est en parlant, à force de réfléchir aux causes de cette souffrance au travail, que peut-être, on s'est dit, mais il y a tellement de choses à dire sur ce thème. Donc c'est parti d'une première réflexion par rapport à la souffrance au travail, et après ça s'est élargi sur demain le travail, parce que l'une des causes principales des burn-out, bon, il y a les techniques de management, mais il y a surtout l'informatisation. Donc du coup, quand on parle informatique, quand on parle nouvelle technologie, on pense à demain. Monsieur. Vous n'êtes pas obligé. Non, moi, parce que j'ai eu un peu comme Icam, hein, j'ai eu des gens que je connaissais qui étaient dans une position au boulot qui était très difficile, pas parce que le boulot était dur, pas parce que, mais juste parce qu'on leur rendait la vie impossible et inutilement et très bêtement, et je me suis quand même un peu intéressé au sens du travail, au sens qui était devenu à toutes ces techniques de management qui sont un peu absurdes. Et pour m'apercevoir, parce que c'est un monde que je ne connais pas trop, en fait, étant feignant et chômeur. Mais... Il a intériorisé la chose, vous voyez. Ben voilà, non, j'ai mal pour les autres. Mais donc je me suis un peu renseigné, et puis de toute façon, il y a une situation actuelle où on porte beaucoup d'importance au travail qui est de moins en moins présent, qui n'a aucune raison d'être moins présent, parce que c'est juste une conjoncture, pas dire politique, mais sociale, et qu'une crise qu'on entretient, par exemple des politiques complètement aberrantes, et on va de plus en plus vers du travail qui n'est pas épanouissant, qui est mal vécu par les gens, en sachant que dans une journée normale, en moyenne, on passe quand même la majorité de son temps au boulot. Sauf toi. Donc, sauf... T'as pas dit que t'étais chômeur? Ah non, moi je pose jamais. Moi, je travaille quand je veux, et puis c'est mon ordinateur, mon patron. Donc. Mais pour les gens, et pour la majorité des gens que je côtoie, je vois ce changement, je vois aussi cette peur, cette menace du chômage, parce que c'est quand même en plus d'être, on va dire une fatalité, c'est pas une fatalité, mais c'est une menace, parce que c'est employé par les boîtes pour justement, pour abuser de pas mal de choses au niveau du boulot, au niveau des conditions de boulot, et plus on avance, plus on fait peur aux gens, plus on dénonce les gens qui ne travaillent pas, ou pire les chômeurs qui touchent de l'argent, qui sont payés par les bons travailleurs, qui sont les parasites des assistés, voilà. Et en fait, il y a une sorte d'ordre social qui est en train d'être foutu en l'air, parce que pour qu'une société fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une cohésion sociale, et tout ça pour faire de la thune, et au final, il y a tellement de gens qui commencent à en souffrir. Je ne dis pas que tous les gens qui travaillent souffrent, c'est pas vrai, mais il y en a quand même beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il n'y avait pas ces mêmes problématiques, et cette histoire de burn-out, qui est quand même, il y a 10 ans, 20 ans, on ne parlait pas de burn-out, je ne connaissais pas 20, 30 personnes qui avaient fallu péter un câble pour ça. On n'avait pas de suicide, on n'avait pas beaucoup de suicides dans l'entreprise. Il y en avait sûrement. Oui, mais là, il y a par exemple un truc absurde, puisque Karim est considéré comme demandeur d'emploi. Alors, Karim Berrocal, tout de même, c'est le chanteur des Ludwig Fun 88. Je suis totalement fan. Voilà, au niveau du rock politisé français, c'est Mick Jagger. Chaque fois que je le vois, je dis Karim, mais je suis obligée de la culotte à la tête, il est très gênant. Voilà. Et donc, il est qualifié comme demandeur d'emploi.
C'est assez délirant. Moi, je sais que c'est un sujet sur lequel ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire, donc je suis ravie. Merci Mathias Yann de m'avoir permis de le faire. Parce que finalement, on vit en démocratie, sauf qu'un peu 12 heures par jour, on rentre en monarchie, puisque les grandes sociétés privées, c'est vraiment des monarchies. C'est-à-dire, il y a les princes du sang, je sais pas, les fils Peugeot, les fils Antoine Seillière. Et puis, quand quelqu'un leur plaît pas, hop, ils envoient une lettre de cachet, la personne est virée, elle disparaît dans un ailleurs, à Pôle emploi. Et on vit comme ça, sans le savoir, en monarchie. Et du coup, on se retrouve tout cela à faire un jeu politique totalement biaisé, puisqu'on se mobilise pour des combats politiques, on crie très fort sur nos hommes politiques, qui sont de plus en plus n'importe quoi. Alors que très franchement, Amazon, Google et Co, ils gagnent par mois le PIB de la France. Donc leur puissance économique est absolument énorme. Et la politique démocratique, la nôtre, c'est quoi? C'est globalement, on choisit les gens qui gèrent notre pognon. Et par rapport aux puissances du privé, on est de plus en plus un petit pouillem, on a de moins en moins de pouvoir et on pourra toujours crier très fort sur nos hommes politiques. C'est certainement pas eux, nos représentants et nos gestionnaires, qui vont pouvoir changer quoi que ce soit à cette répartition qui est de plus en plus inégale de la puissance financière. Catherine parle de répartition, ça fait partie des thèmes qui m'ont intéressée, savoir les normes, la manière dont le travail, le rapport au travail, la rémunération, la manière dont tout ça répartit les rôles dans la société, la manière dont les normes sont fabriquées à partir de qui travaille pas, qui a le droit de, qui n'a pas le droit de, et avec une espèce de... Comment dire? C'est presque une évidence de dire qu'il y a des gens qui sont dedans et des gens qui sont dehors. Dedans et dehors, parce que j'appelais dans une précédente nouvelle le manège, donc ceux qui ont le droit de jouer et ceux qui n'ont pas le droit de jouer. Et c'est presque naturel d'en parler, alors que c'est du construit. C'est tout du construit. Et, sauf que les personnes qui participent ou ne participent pas au jeu ont tellement intériorisé ça, comme Karine qui dit oui, je suis un chômeur, je suis un inutile, c'est de la blague. Oui, mais pas que. C'est quelque chose qui est... C'est pas de la blague. Enfin, moi, je le vis comme ça parce que j'ai pas de conscience morale, mais il y a énormément de gens qui le pensent et qui ont franchement peur de se retrouver au chômage. Et donc, il y a cette peur, donc tu parlais de la peur du chômage, et il y a aussi cette peur à l'intérieur du manège, où on n'a pas envie d'être dans les étages en dessous non plus. Et donc, ce qui fait qu'on va être maintenu ou qu'on va être dégradé dans sa position, ça va être le mécanisme d'évaluation qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Qui évalue qui et comment, et voir à quel point ce fait d'évaluer sur des critères dont on s'en fiche finalement, hein, qu'ils soient pertinents ou pas, mais comment en évaluant les gens, on décide de leur vie, on décide de leur rémunération, on décide de leur droit à exister et de leur droit à être dedans ou dehors. Et évidemment, personne ne veut être dehors, donc on fait ce qu'il faut pour se maintenir dedans, même si ça n'a pas de sens, même si c'est vide, même si ça devient absurde. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que ce sont des choses qui accompagnent le travail et qu'on finit par considérer comme naturelles, alors qu'il y a des moyens de faire autrement, il me semble. Moi, je peux rebondir sur cette question, parce que c'est du management. De plus en plus en entreprise, on demande aux salariés de s'auto-évaluer ou d'être évalués par des collègues, parfois qui sont au même niveau qu'eux, avec le management transversal. Et de moins en moins, en fait, le manager, il est simplement là pour récolter des avis sur les personnes. Mais la personne qui s'évalue, en fait, la principale personne qui s'évalue, c'est la personne, c'est le travailleur. Et c'est quelque chose qui est complètement différent il y a encore quelques années, et c'est quelque chose qui met une pression. Parce que paradoxalement, quand on est évalué par quelqu'un d'externe que soi, on peut se défendre un peu contre l'autre, on peut avoir des arguments. Quand c'est soi, quand on s'évalue soi sur une grille qui parfois correspond à rien par rapport à ce qu'on fait, enfin,
aux tâches qu'on accomplit, qui n'a pas beaucoup de sens, ça crée une espèce de pression qui est latente, qui n'est pas une pression de conflit ou de conflictuel, c'est quelque chose de latent, qui est sans arrêt en train de se demander, mais moi je suis dans le carré là, il y a les gens qui sont bien, il y a les gens qui sont super bien, puis là il y a les gens moins bien, parce qu'en plus c'est des carrés avec des... on se demande où on est. Alors, du coup, je vous propose de lire un petit bout, si tu veux, et puis après. C'est un extrait de La fabrique de cercueil de Laurie Laurent Kretzer. Donc, il est question d'un début de grève, on peut appeler ça comme ça. Je ne veux pas trop déflorer l'histoire. Et de la manière dont les artistes, donc musiciens, écrivains, la musique et l'écriture ont participé à quelque chose de subversif. Il attrape sur son bureau un livre au bord corné, mal relié, mal imprimé. Il le tend à Aline. Il faut toujours le livret pour comprendre les paroles. Elle prend le livre sans méfiance. La couverture est sobre, ne porte pas de nom d'auteur, simplement un titre. Ce qui nous dévore. À l'intérieur, aucune partition, aucune parole d'opéra. Simplement des flots de textes imprécateurs. Qu'avons-nous choisi? Quelle part de notre vie n'a pas été ordonnée par des volontés entièrement extérieures à notre bien-être? Quelle noblesse y a-t-il à se sacrifier pour une œuvre que nous ne comprenons pas? Cette liberté d'adhésion aux valeurs de transfert, sans cesse revendiquée, ce choix toujours ouvert entre l'intérieur et l'extérieur, est une illusion et un mensonge. Le choix a été déformé. Il est devenu une alternative plus cruelle. La vie ou bien la mort. Et qui choisirait la mort? Voici ce que nous dit l'ogre, nous tenant sur ses genoux. Tu peux quitter le château, ou bien rester à ma table. À ma table, où tu seras à la fois le mets et le convive. Dehors, les loups te mangeront. Aline repousse le texte, comme s'il l'avait brûlé. Elle connaît ce genre de discours pour les avoir entendus lors de son apprentissage. Mais moins dense, moins formulé, si peu conforme que l'esprit les vomit, qu'il provoque un malaise. Je ne suis pas d'accord avec tout, dit doucement Joss. C'est à apprivoiser, peu à peu, à faire vôtre, à contester. Prenez-le, lisez-le. Un livre papier, hors des échanges surveillés de réseau. Les pages la brûleraient. Elle ne veut pas de ça, pas de ces horreurs. Elle ne peut que sourire. Non, merci. Elle ne reste pas plus de 10 minutes. Elle n'a pas pris la copie de l'opéra sur son nez. Elle aurait pourtant aimé avoir la musique dans les oreilles tandis qu'elle peine sur la route de l'usine, pour se laver des saletés qu'il lui a fait entrevoir. Au chant se mêle le vertige et la culpabilité. Elle a trahi. Elle a bien fait. Elle a trahi quand même. Laissé derrière elle, grandes ouvertes, les portes du cœur à des gens qui lisent, qui écrivent des insanités. Il est encore temps de parler, de tout dire, de remonter au supérieur les informations critiques. Il suffit de changer un mot de passe et personne ne lui en voudra. Le flux pourra continuer. Il suffit d'écouter le cœur battant, le cliquetis de la crémaillère, le souffle doux des vérins et 5 cercueils de plus installés dans une capsule. Aline se sait le jouet du conditionnement social, des techniques Kahrenberg. Elle est un rouage docile de la grande machine. Elle ne veut au fond d'elle-même qu'une seule chose, se donner pour l'élévation. Angela était comme elle, dévouée, consacrée à l'œuvre commune, et rejetée par ceux qui la dirigent. Aline en ressent un profond malaise. Pour cela, elle a trahi. Du coup, il y a deux notions en deux moments qui sont
bien rendus là et qui peuvent être assez intéressants à discuter maintenant. Dans beaucoup de nouvelles, il y a une faillite de l'État tel qu'il existe maintenant, soit avec une prise de contrôle des multinationales sur l'humain, soit avec des choses des fois plus utopiques, plus sympas, que des multinationales qui se pointent en disant vous allez faire comme on vous dit et puis taisez-vous. Et il y a justement la notion, ce dont Titi avait commencé à parler tout à l'heure, la notion d'être dans le système ou à l'extérieur du système. Et dans énormément de nouvelles, on se retrouve avec des gens qui sont soit qui vont de l'un à l'autre, ou qui naviguent, ou qui se créent une conscience critique et qui du coup vont vers l'extérieur, avec tous les dangers que ça peut représenter, l'inconnu, tout ça. Du coup, si vous voulez prendre la parole sur ces thèmes-là. Moi, je prends la parole sur ces thèmes-là. Non, j'ai fait... La question... C'était pas mal, hein, c'était des danses, très ramassé. Parce que tu dis, en fait, c'est assez intéressant, tu proposes une vision transversale du recueil avec un univers dans lequel l'État est failli, les multinationales prennent le contrôle, et éventuellement dans la version positive, on a des gens qui prennent conscience de leur position dans le système de domination et qui s'en échappent. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire dans ce recueil, c'est très strictement l'inverse. Alors déjà, j'ai pas du tout respecté les contraintes puisque ça se passe pas dans le futur mais dans le passé, et de présenter, de poser la question du travail de l'écrivain dans un contexte historique avéré, dans lequel il s'est produit exactement l'inverse. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu intervenir? Je ne sais plus. Non, c'était simplement en fait, ce dont j'essaie de parler, et en parlant de ça, de parler du travail de l'écrivain, c'est dans quelle mesure on n'a pas de marge de manœuvre. Et l'exemple que j'ai utilisé, parce que j'ai réécrit plusieurs fois la même histoire, donc qui se passe dans la commune de Paris, et dans laquelle on se rend compte qu'à cette époque-là, les écrivains qui constituent le corpus de littérature française, que sont Goncourt et Flaubert, sont en gros des gros fils de pute. C'est-à-dire qu'ils ont une perception de la situation politique qui est absolument merdique, et ils se comportent vraiment comme des porcs. Et dans une situation qui est historiquement quand même... les faits matériels sont relativement indiscutables. Et donc du coup, la question que m'a posée cette découverte, c'était de savoir comment est-ce qu'ils en arrivaient, en fait, à quel degré d'acceptation ils en étaient arrivés. Et en fait, eux, ils ont fait par inverse. C'est des mecs qui étaient révolutionnaires en 48, qui ont essayé de faire leur révolution, la révolution a foiré. Ensuite, ils sont devenus des bourgeois, ils sont devenus installés, et ils se sont dit, voilà, et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que c'est absolument pas, ça ne rentre pas du tout en friction avec leur travail. Voilà. Et donc c'était ça, et je ne sais pas comment ça s'articule avec ce que vous venez de dire. Je peux juste dire un autre truc qui après je me tais, c'était que la démarche que j'ai eue par rapport à ce bouquin, en fait, à titre personnel, j'ai choisi, donc ce qui est une position qui est, j'en ai conscience, vraiment rare, c'est en fait j'ai choisi d'être précaire. Voilà, j'ai choisi de n'être qu'écrivain et donc d'avoir cette liberté de faire avec mon boulot d'écrivain strictement ce que je veux. Et donc du coup, quand on m'a demandé, enfin on m'a suggéré, j'ai jamais été obligé normalement de faire un texte sur le travail, je dis mais non, c'est pas la question, je ne dis pas que je vais travailler pour vous parler du travail. Mais et après je me suis dit mais non en fait, comment dire, il y a une question qui est super intéressante et qui est rarement adressée aux artistes en général et aux écrivains en particulier en France parce que l'écrivain a un statut encore particulier là-dedans, qui est de savoir comment est-ce que leur travail s'inscrit dans un système d'exploitation et dans un système de représentation symbolique. Et donc du coup, que dire encore en fait, ce que j'ai fait dans cette nouvelle, c'est que j'ai donné à voir mon processus de travail. Donc j'ai écrit une histoire, et puis ensuite j'ai demandé à des gens de la corriger, j'ai réécrit l'histoire, j'ai réécrit l'histoire, j'ai réécrit l'histoire, j'ai réécrit l'histoire, de façon à ce qu'on voit toutes les erreurs, toutes les fautes, les progressions, qu'on voit en quoi le boulot de l'écrivain est un boulot. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, oui, si, voilà. Moi, je suis partie sur une idée assez simple. On parlait de revenu universel et je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus radical
en termes de technologie et j'ai imaginé une société dans laquelle en fait, les technologies de réplication sont tellement courantes que non seulement on ne travaille plus, mais en plus on a tout sous la main. Il suffit d'appuyer sur un bouton et on a des vêtements, on a à manger, on a aussi des façons de penser. Et j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que les entreprises chercheraient à nous vendre dans ce cadre-là. Et donc du coup, elles chercheraient à nous vendre déjà ce qu'elles nous vendent maintenant, c'est-à-dire de l'identité des marques. Et j'imaginais des grands consortiums, que j'appelle des corporations. En fait, on voit de plus en plus que les grands groupes cherchent à se diversifier dans leurs activités. Et là, on a des consortiums qui veulent attraper des gens et qui vendent des philosophies de vie entières. Et donc les gens, c'est un peu comme des méga communautés ou des méga tribus, les gens adhèrent à un certain style de vie, mais derrière, c'est du marketing, c'est de l'ingénierie sociale. Dans la nouvelle, il y a quand même aussi une notion de l'extérieur, parce que le narrateur est en fait quelqu'un qui a eu des responsabilités en tant que top management et qui a beaucoup travaillé en tant que conseiller occulte dans les grandes entreprises, à notre époque, et ça se passe dans 20-30 ans. Et toute la question, effectivement, pour les gens, quand on en est à attaquer l'identité des individus, il y a des gens qui peuvent, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas et qui sortent. Et c'est aussi une des causes d'une souffrance, mais non pas là, à la fois, enfin, non pas rien que au niveau du travail, mais d'une souffrance des citoyens, qui sont obligés de rentrer dans des cases, des communautés, dans des identités. Mais du coup, dans ta nouvelle, en plus, il y a des personnages qui sont justement à l'extérieur de ces corporations, tu appelles les brûlés, je crois. Alors je les appelle des brûlés simplement en référence au burn-out. C'est des gens qui ont brûlé, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. C'est le paradoxe, c'est qu'ils ne travaillent pas, ils ont tout sous la main, mais en même temps il faut qu'ils soient totalement comme on demande qu'ils soient. Donc exactement comme s'ils travaillaient. Et ce paradoxe peut créer des gros problèmes psychologiques quand même. Donc ils brûlent quand même, ils font des burn-out, mais sans travailler. Catherine parlait tout à l'heure des grands groupes qui finalement sont ceux qui décident concrètement de notre vie, plus que les États, dont tu parlais des États en faillite. Dans mon texte, en fait, je n'invente absolument rien à ce propos, puisque on se retrouve avec une société dans laquelle le but de la plupart des gens, c'est d'avoir des points avec lesquels ils vont pouvoir acheter des trucs. Voilà. Donc, sur Amazon, oui, qui a regroupé tout un tas de sociétés qu'on reconnaît. On n'est même plus dans le clin d'œil, c'est du copier-coller de la réalité. La seule différence, mais qui est qui est vraiment mineure, c'est que ces points, on les a par son travail et par l'évaluation qu'on va avoir. Et on se retrouve du coup avec un type d'évaluation qui va prendre plusieurs sources. Donc il y a les étoiles qu'on peut obtenir sur son job blog, qui est donc le blog dans lequel on parle obligatoirement de sa vie professionnelle au public. Donc les gens vont venir commenter les posts en disant « Oh, bah ouais, ça a l'air intéressant, je mets 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. » L'idée est d'en avoir 5, à chaque fois d'en avoir le maximum. Ça aussi c'est du copier-coller, hein. On regarde les blogs, comment ça marche, comment on fait pour avoir plus de commentaires, plus de petits cœurs, plus de likes, plus de... Voilà, faut rédiger d'une certaine manière, il faut avoir des contenus intéressants, il faut faire un peu de teasing, voilà. Et donc, il y a cette partie-là, et puis il y a la partie professionnelle aussi, qui se mélange, c'est-à-dire que c'est les collègues qui donnent des points. Et puis, on peut aussi s'abonner. On peut s'abonner au blog de la personne pour avoir accès aux informations qui vont être privées. Donc, voir les photos des gamins, voir les objets que la personne achète, ce genre de choses. Et tout ça pour avoir des points. Avoir des points à dépenser.
et pour être quelqu'un, et pour rester, surtout rester à l'intérieur du système, parce que dehors, c'est le chaos. Mais, du coup, dans ta nouvelle, il y a justement le monde extérieur, enfin le monde qui n'est pas live, est organisé quand même, mine de rien, enfin t'en parles un peu, et c'est vrai qu'il a une organisation qui justement lui est plus horizontale, plus humaniste. Quoi. C'est une organisation qui... Bon, c'est des choses qu'on voit, hein, j'allais dire qui émergent, mais c'est pas vraiment que ça émerge, c'est revenir au niveau local. Donc c'est organiser des réseaux de proximité, c'est faire de la mise en commun d'idées, c'est faire des Fab Labs, c'est faire voilà, des petites choses qui font qu'il y a une séparation entre ce qui va se passer au niveau macro. Donc au niveau macro, c'est Amazon avec ses services et on essaie d'acheter, on essaie d'exister là-dedans. Et au niveau micro, donc pour ces gens qui ne passent pas leur temps sur ce système, c'est s'organiser avec les voisins pour savoir quoi manger, pour fabriquer des choses dont on a besoin et essayer de se passer justement de ces grosses entreprises. Mais c'est pas complètement fermé, c'est pour eux, puisqu'il y a une partie qui est considérée travail. Alors je dis volontairement comme ça parce que sinon je donne tous les ressorts de mon texte. Donc voilà, il y a une partie qui est considérée comme sérieuse, le travail, et une partie qui est considérée comme voilà, la vie privée, les loisirs, les petites choses qu'on fait entre soi, donc c'est pas incompatible du tout. Il y a un thème aussi sur lequel j'aimerais qu'on revienne, qui est sur la perte de sens du mot travail avec un grand T, sur lequel on est censé se sentir utile, on est censé se construire via notre travail, tout ça. Et il y a une nouvelle qui est justement sur je trouve qu'il y a une grosse partie qui parle de la déconstruction du sens du travail du salarié, qui est la nouvelle de Christine, où Catherine, pardon, excusez-moi. Où l'héroïne se retrouve à faire un job qu'elle appelle, être une personne qui a des jobs de 24 heures, ça n'est pas non plus qui existe déjà. Et du coup, si tu pouvais nous en parler. Oui, c'est l'ubérisation, ça aussi, c'est pas un thème que j'ai inventé. C'est observer comment le capitalisme court toujours plus vite que nous, puisqu'il a. Quand il s'est retrouvé confronté, il a commencé par exploiter, il s'est retrouvé confronté au syndicat, il a délocalisé, et maintenant qu'il a bien fait le tour du monde et que les salaires montent même en Chine, il ubérise, c'est-à-dire qu'il émiette, et il émette tout, il émette le temps de travail, il émette les compétences, il émette les solidarités. Donc il s'amuse à mettre plein de chauffeurs de taxi sauvages dans la rue, donc du coup les chauffeurs de taxi sont ruinés, ils poussent tous ces gens-là à se taper sur le nez au lieu de s'en prendre au vrai problème. Et donc j'ai effectivement imaginé cette logique poussée pas à l'extrême, poussée à peut-être 5 ans, 10 ans à l'avance, avec des gens qui ont une espérance de travail de 24 heures. Ils n'ont pas de visibilité au-delà de 24 heures sur leur moyen de subsistance. Et aussi ces gens qui sont multi-compétences, ça on le retrouve avant, on était, c'est rien comptable, maintenant on est écrivain, / musicien, / novelliste, / babysitter, etc. En fait on essaye de joindre les deux bouts par tous les moyens. Et alors j'ai imaginé des choses qui à mon avis arriveront assez vite, c'est la péremption des diplômes, parce que pour le moment il y a quand même une nette différence d'employabilité chez les gens qui sont bac plus 5 que chez ceux qui en sont bac moins 5. Mais rassurez-vous, ils vont bien trouver le moyen de supprimer cette protection-là en imaginant que nos diplômes seront certifiés ISO quelque chose, et donc il faudra les revalider tous les 2 ans ou 3 ans. Donc en fait, on pourra carrément perdre nos diplômes, sauf si on remet des sous au pot tous les 2 ou 3 ans. Voilà, c'est ma vision optimiste. Préparer le saut pour aller pleurer quand ils vont La SF est rarement folâtre. Tout
tout n'est pas désespérant quand même. Dans la plupart des textes, il y a quand même au moins le petit ray de lumière sous la porte, quoi. Mais c'est toujours le train. Enfin, la lumière au bout du tunnel, c'est toujours celle du train qui arrive en face. En fait. C'est Il y a- ce qu'on voit quand on va mourir. Il y a un atelier où vous pouvez aller acheter des cordes à côté si vous voulez à la fin de... Merci à tous.